Bonjour à tous, merci Gwenaëlle. Bienvenue à tous sur ce deuxième webinaire que l'on co-organise avec l'Université de Bretagne Sud et Innovation Bleue et donc l'Office français de la biodiversité. Donc comme le disait Gwenaëlle, il y a un premier webinaire qui s'est tenu il y a maintenant 3 semaines, un mois, je n'ai plus la date en tête, où on est en train de travailler à la mise en forme de la captation du webinaire pour pouvoir vous le mettre à disposition. Donc ça, on vous l'adressera prochainement. Et donc là, on vous propose un deuxième webinaire donc, qui est centré sur l'impact de la plaisance sur l'environnement marin, remédiation et restauration bio-inspirée. Si je vous replace un petit peu l'objectif général avant de revenir vraiment sur la thématique du webinaire, le cadre un peu général dans lequel on s'inscrit pour ces webinaires. Donc on a mis en place cette année dans le cadre du programme Éco-Naviguer dans une aire marine protégée un partenariat donc avec l'Université de Bretagne Sud, mais également avec les associations Innovation Bleue et Econav. Et donc cette année, l'UBS est vraiment rentré dans le partenariat autour de l'éco-navigation pour essayer d'apporter une expertise scientifique et un accompagnement scientifique et technique un peu plus précis sur la thématique de l'éco-navigation auprès des gestionnaires d'aires marines protégées et plus largement, parce que c'est vrai que notre programme il est centré un peu historiquement sur les gestionnaires d'aires marines protégées, mais on a toujours eu des partenaires au-delà des gestionnaires d'aires marines protégées, et donc on s'adresse aussi à tous les partenaires intéressés par l'éco-navigation au sens large. Et pour accompagner pour essayer de produire des éléments scientifiques et techniques qui puissent vous aider. Donc on a prévu cette petite série de webinaires, mais également la production de fiches thématiques, comme on l'avait fait il y a quelques années sur l'effet des biocides et les solutions anti-fouling, donc en présentant un petit argumentaire scientifique d'une problématique et des éléments sur les bonnes pratiques. Donc ça, c'est un travail qui est en cours et qui va être co-réalisé par Innovation Bleue et l'Université de Bretagne Sud. L'autre moment un peu important que l'on vous propose dans notre partenariat, c'est la journée de rencontre interprofessionnelle qui se déroule le 16 décembre, donc qui va être centrée sur les éco-innovations et les éco-technologies, qui va se dérouler en duplex avec 2 universités, donc une partie sur site à Lorient avec l'Université de Bretagne Sud et une autre partie à l'Université de Montpellier. Je pense que vous avez dû recevoir les uns et les autres le lien pour vous inscrire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je vous signale juste que sur le portail technique de l'OFB, on essaye de mettre à disposition les différents documents techniques que l'on produit sur l'éco-navigation, avec aussi une petite rubrique liée au rendez-vous de l'éco-navigation. Donc maintenant, si j'en viens un petit peu plus spécifiquement au programme de ce séminaire, tu peux passer à la diapo suivante, Gwenaëlle. Le programme du séminaire, donc vous allez voir, le titre était assez générique sur l'impact de la plaisance sur l'environnement marin, mais on va vous proposer un focus un petit peu plus particulier. Donc d'abord, on va vous faire un panorama sur les impacts de la plaisance sur l'environnement marin, mais après, on va vraiment faire un focus sur 2 thématiques, la pollution des eaux liée au plastique en mer, avec des éléments sur comment suivre et évaluer ces pollutions, et un autre axe sur les espèces exotiques envahissantes, avec pareil une réflexion sur l'évaluation et sur les pistes de remédiation, et on finira le webinaire par des réflexions sur les solutions de remédiation et de restauration qui sont inspirées du vivant. Donc voilà les grandes thématiques que l'on vous propose d'aborder. Donc c'est pas l'ensemble des impacts de la plaisance, c'est plutôt finalement des impacts que nous, gestionnaires d'aires marines protégées, on n'a pas forcément l'habitude de traiter de manière directe. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de traiter les questions d'abrasion sur les fonds du mouillage, par exemple, de l'impact sur les herbiers. Là, on a essayé de vous proposer quelque chose d'un peu
complémentaires et différents sur d'autres impacts que la plaisance peut générer. Donc, on va avoir quatre intervenants, tous de l'Université de Bretagne Sud. Et écoute, Gwenaëlle, peut-être que je te laisse reprendre la main pour la première intervention et puis ensuite pour l'animation du webinaire et la présentation des différents intervenants. Ouais, juste pour compléter ce que tu disais, donc effectivement le webinaire est enregistré, donc il y aura une vidéo qui sera disponible, comme l'a été le premier webinaire. La vidéo a été montée, hein, donc si le lien vous a pas été envoyé, enfin si vous étiez inscrit au premier webinaire, le lien a dû vous être envoyé ou ça va venir, en tout cas c'est disponible, et elle sera plus largement disponible via une chaîne YouTube, soit celle de l'UBS, soit celle de l'OFB, donc incessamment. Et de la même manière, on va rendre disponible ce qui se dit aujourd'hui. Et autre complément, cette fois sur le fond, effectivement, sur la problématique des impacts environnementaux liés aux activités de plaisance, on peut dire beaucoup de choses. On a choisi de se focaliser. Je ferai moi une introduction, une intervention qui sera plutôt une introduction contextuelle avec quelques rappels sur de quoi on parle quand on parle d'impacts environnementaux liés aux activités de plaisance, et puis qui permettra de focaliser effectivement sur deux problématiques parmi d'autres. Elles nous paraissent intéressantes d'une part parce que elles sont très liées au bassin de navigation, donc c'est des impacts qui sont plutôt directs et plutôt locaux, en tout cas des contributions directes et locales. Et puis on s'est aussi basé sur ce qu'on fait nous à l'UBS et ce qu'on pouvait proposer sur ces sujets-là. Donc ces deux problématiques, ces deux thématiques sont des sujets des axes de recherche à l'UBS, avec sur la partie évaluation, mais sur aussi la partie proposition de solutions de remédiation, des pistes de travaux qui nous semblent un peu originaux. Voilà pourquoi on a choisi de focaliser là-dessus. Évidemment, ça n'est pas toute la problématique. Et l'idée de toute façon de ce webinaire, hein, qui ne permet que des interventions assez courtes, c'est plutôt d'introduire ces sujets-là et que ça serve de base de discussion et puis d'échange pour la suite. C'est bien l'objet. Et mes collègues, je les présenterai où ils se présenteront au fur et à mesure. Donc moi, je vais démarrer effectivement par une introduction un petit peu, plutôt contextuelle. D'abord pour rappeler, donc je vais commencer par des rappels, ce qui probablement sont des rappels pour vous. D'abord, de quoi on parle quand on parle d'impacts environnementaux. Je prends une définition. Je crois qu'il manque un bout. Il manque un bout. Voilà. Je prends une définition consensuelle que vous connaissez sans doute. Donc, on parle d'impacts environnementaux comme d'un ensemble de modifications qualitatives, quantitatives de l'environnement. Généré par une action, une activité, un processus, un procédé, dans un sens positif ou négatif du point de vue de l'environnement lui-même. Et donc, on peut considérer évidemment que tout produit, tout service, alors c'est une définition qui est plutôt technologique au sens de l'industrie, hein, mais plus largement, tout type d'activité est susceptible d'avoir un des impacts sur l'environnement, en tout cas de modifier l'environnement. Pour ce qui concerne les produits et les services dans les phases de production qui nécessitent qui consomment des matières premières, de l'énergie, de l'eau, qui évidemment rejettent aussi de la matière solide, gazeuse, liquide. Dans les phases d'utilisation également, là aussi par notamment des consommations de flux.
Et puis d'autres étapes, notamment celle de fin de vie, de traitement en fin de vie, qui elle-même susceptible de contribuer, de générer des impacts. La façon de schématiser ça peut être la suivante, c'est-à-dire en partant du cycle de vie d'un produit ou d'un service, cycle de vie dans lequel on schématise les différentes phases qu'on a partiellement évoquées sur la partie production, usage et fin de vie. Et puis si on détaille encore les choses, toutes les étapes intermédiaires entre ces grandes étapes. Et en fait, sur l'ensemble de ces étapes et de ces sous-étapes, on a des consommations de flux, donc énergie, matière, eau, et puis des émissions. Et ces flux génèrent des impacts ou contribuent potentiellement à des impacts environnementaux. Des impacts globaux, donc c'est ce qu'on peut notamment étudier par des méthodologies et des études de type analyse de cycle de vie. Et dans ce cadre-là, je vous liste un certain nombre d'impacts globaux qui sont fréquemment étudiés pour évaluer la contribution d'un produit ou d'un service, épuisement des ressources, réchauffement climatique, acidification, eutrophication, perte de biodiversité. Tous les flux qu'on a évoqués, quand on les détaille sur l'ensemble de ce cycle de vie, on va arriver à des consommations et des émissions de matières premières, de gaz d'effluents, qui eux-mêmes contribuent à un ou plusieurs contribuent potentiellement à un ou plusieurs de ces critères d'évaluation que sont les impacts environnementaux, c'était certains ici. Et donc là, on est dans la contribution potentielle à des impacts globaux. Et évidemment, l'activité de plaisance, par la construction de bateaux d'équipement, et donc d'un produit, va évidemment contribuer potentiellement à un certain nombre d'impacts par la phase d'usage, navigation, maintenance, et puis par toute la problématique de fin de vie et de traitement en fin de vie de ces bateaux, génère potentiellement des impacts environnementaux. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille à l'UBS depuis une quinzaine d'années, à évaluer ces impacts, donc du produit, bateau et de ses équipements, mais aussi des phases d'utilisation. Et donc par des méthodologies de type analyse des cycles de vie, et puis à laquelle, une fois qu'on a évalué ces impacts, sur lesquels on travaille aussi pour essayer de réduire ces impacts en proposant des solutions et donc des éco-innovations qui permettent de maîtriser, de réduire ces impacts. On ne va pas aborder tous ces sujets-là aujourd'hui. Ce qui nous a intéressé aujourd'hui, c'est plutôt de se concentrer sur des impacts locaux et directs sur la phase d'usage des bateaux. C'est complémentaire de ce qu'on peut évaluer, observer, identifier par des méthodes de type analyse des cycles de vie. On a aussi effectivement des impacts qui sont plus directs et plus locaux, par exemple la pollution d'une rivière par les effluents d'une usine. Ça, c'est plutôt des impacts directs et locaux qui ne sont pas forcément évaluables par l'analyse des cycles de vie, mais évidemment qui sont complémentaires. Ce qui nous a intéressé, alors la présentation a sauté. Bonne nouvelle. Ce qui nous a intéressé ici, c'est plutôt de s'intéresser à ces impacts. Je recherche la présentation, je ne devrait pas arriver, est arrivé. Voilà. Désolé, ça va revenir. Alors pourquoi ces impacts locaux et directs? Parce que ils sont observables, voire mesurables directement sur les bassins de navigation. Et ils sont liés principalement à la phase d'usage.
Donc il nous semblait que c'était intéressant par rapport à vos problématiques et vos fonctions de se concentrer là-dessus. J'attends que la présentation revienne. Et donc sans rentrer dans les détails de ces différents impacts, on peut en identifier sur la pollution des eaux, sur la pollution de l'air, et puis aussi sur on va dire l'impact, la perturbation des écosystèmes. Stéphanie, tu évoquais les problématiques de mouillage par rapport au fond et aux végétaux sur les fonds marins. On est complètement là-dedans. Voilà, ça revient. Donc j'en étais là. Non, c'est là. Donc, exemple d'impacts locaux sur la pollution de l'eau. Les effluents de carburant à brûler, les eaux grises, eaux noires, les antifoulings, les peintures, les déchets solides aussi. Pollution de l'air, avant toute chose, les émissions des moteurs thermiques. Et puis, pour ce qui concerne la perturbation des écosystèmes et les dégradations physiques de l'environnement local, le bruit lié au trafic, aux moteurs en particulier, et puis plus largement aux activités diverses. La dégradation des fonds marins, on en a parlé par exemple avec les lignes de mouillage, mais aussi par ne serait-ce que le sillage des bateaux, et notamment dans des bassins de navigation qui sont relativement fermés, évidemment des lacs par exemple ou des rivières, mais aussi des zones du type parc naturel du golfe du Morbihan par exemple. C'est une problématique qui est réelle. Et puis aussi le phénomène de transport d'espèces invasives lié au fouling transporté sur les coques, mais aussi lié aux déchets plastiques qui se retrouvent en mer et qui vont être des vecteurs de ces espèces potentiellement. Et puis contamination des sédiments, enfin il y a tout un tas d'impacts qu'on peut lister. Nous, ce qui nous a... Alors ici j'avais mis aussi un slide évidemment qui coche un peu toutes les cases potentiellement de ce qu'on vient de lister sur la pollution des eaux notamment, sur la problématique des bateaux de plaisance en fin de vie. Donc il sera question dans la journée du 16. Alors, ce sur quoi on a choisi de se concentrer, c'est sur la pollution des eaux par les macroplastiques, microplastiques et particules plastiques. Donc, c'est Michael Kedzierski qui interviendra là-dessus. Et sur la perturbation des écosystèmes marins par avec la problématique de transport d'espèces invasives. Évidemment, la pratique de la plaisance n'est pas l'unique contributeur, ni même peut-être le contributeur principal à ces impacts, même en local, mais pour ce qui est de la pollution des eaux par les macroplastiques, par la dégradation des matrices anti-fouling dans leur phase naturelle d'utilisation, par les résidus d'anti-fouling ou de peinture rejetés lors d'opérations de carénage, par exemple, par les déchets d'emballage, les rejets de produits de nettoyage par les plaisanciers, par ces éventuels BPHU abandonnés sur les rivages. Il y a une contribution qui est réelle. Et de la même manière, pour la problématique d'espèces invasives, on l'a cité, le fait de rejeter des particules plastiques en mer génère des vecteurs potentiels pour ces espèces transportées. Et puis le fouling sur les coques est aussi
enfin, les coques et la navigation des bateaux par le fouling qu'elles transportent est aussi générateur de cet impact potentiel. Donc voilà pourquoi on a choisi de se focaliser là-dessus aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Michael, que je retrouve mon slide, sur sa partie pollution chimique des eaux par les... Bonjour, je m'appelle Michael Kiewerski, je suis maître de conférence à l'Université Sud et donc je vais vous présenter une petite présentation, un petit extrait de ce qu'on fait au sein de l'UBS sur tout ce qui est pollution par les plastiques et par les microplastiques particuliers. Donc moi je travaille au sein d'un institut qui s'appelle l'Institut de recherche du Puy de Dôme, qui est présent sur l'ensemble de la Bretagne au travers de différents sites, notamment Brest, Lorient, Vannes, Pontivy. Et donc c'est un institut qui regroupe 300 chercheurs qui travaillent essentiellement sur les matériaux et les aspects plutôt mécaniques, notamment en lien avec le milieu marin. Et il y a une toute petite partie sur des aspects pollution par les plastiques. Donc nous, dans notre petite équipe, on a travaillé depuis déjà quelques années sur les pollutions par les plastiques. On a réalisé plus d'une dizaine de publications sur le sujet, des publications notamment avec l'aide de Tara Expédition. On a fait des expéditions en mer Méditerranée, dans les fleuves, dans le Pacifique. Et dans un cadre beaucoup plus proche de nous, sur les effets en fait, ce qu'on appelle d'adsorption, désorption, donc des phénomènes d'échange de micropolluants entre plastique et le milieu marin, notamment dans le port de Lorient. Donc c'est sur ce travail de recherche que je vais focaliser cette présentation. Alors, l'objectif premier de cette publication, c'était d'étudier la toxicité de 3 plastiques au cours de leur vieillissement dans le milieu marin. Donc pour ça, on a fait vieillir les plastiques dans le port de Lorient, à Carnevel. Et on avait choisi 3 plastiques. Alors un tube en PVC, une bouteille en PET, donc le polyéthylène terephthalate, c'est le plastique classique dont est constitué les bouteilles en plastique. Et un plastique un peu plus rare, qui est ce qu'on appelle un polybutérate terephthalate, qui est en fait un plastique biodégradable qui commence à être de plus en plus employé. Donc l'expérimentation s'est réalisée entre 2014 et environ 2017. Donc on a mis à vieillir les échantillons sous le port de Lorient, donc dans des lanternes japonaises. Alors on va avoir, je vais pas pouvoir mettre le petit curseur. Donc c'est le petit schéma que vous avez ici en bas à droite. Donc les échantillons étaient constamment immergés sous l'eau. Ensuite, on a récupéré régulièrement ces échantillons de plastique, on les a découpés, on les a mis dans une solution de méthanol. En fait, ça permet d'extraire les micropolluants qui vont être présents dans le plastique. Et on a regardé aussi l'état de vieillissement en surface de nos plastiques. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc on a travaillé en microscopie électronique à balayage, ce qui nous a permis en fait de regarder avec une très grande résolution des choses qui sont toutes petites à la surface du plastique. Vous avez la première colonne d'images, ce sont l'état initial de surface de nos plastiques. Et la colonne de gauche, c'est au bout d'un peu plus d'un an de vieillissement. Pour nos 3 types de plastiques, le PVC, le PET et le PBAT. Le PVC, c'est le tube, PET, c'est la bouteille en plastique, et le PBAT, notre plastique biodégradable. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a un changement de l'état de surface de nos plastiques, avec pour le PVC la formation de petites écailles de plastique. Le PET, il ne s'est pas passé grand-chose, peut-être une plus grande susceptibilité à s'user, à se rayer, mais c'est vraiment minime. Et le PBAT, il s'est assez fortement dégradé en surface. Ensuite, après regarder donc cet état de surface, on a travaillé sur la présence de perturbateurs endocriniens, donc des molécules susceptibles d'avoir un impact sur notre fonctionnement interne. Et on a travaillé là-dessus avec une levure génétiquement modifiée pour exprimer en fait un récepteur aux oestrogènes. Donc en fait, cette levure modifiée, elle nous permet de voir comment se passeraient nos cellules si elles étaient soumises
à ces perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'il y a une réponse ou pas du tout? Donc là, le récepteur, c'est bien un récepteur aux œstrogènes humains. Donc c'est vraiment le mode de fonctionnement qui se passerait dans nos cellules. Alors, pour le PVC, ce qu'on a pu observer, c'est effectivement présence d'un perturbateur endocrinien, un ou plusieurs perturbateurs endocriniens, et avec un relargage qui augmentait dans le temps. C'est-à-dire les premiers mois, dans l'espace de 2 mois, on a vu une augmentation du relargage de perturbateurs endocriniens de ce PVC. Donc, ça veut dire que quand on a mis ce PVC, il s'est mis à relarguer de plus en plus fortement ces perturbateurs vers le milieu environnant. Et ensuite, ça a diminué au cours des mois suivants. Ce qui nous a étonné par rapport à ce résultat-là, c'est qu'on ne s'attendait pas du tout à avoir un résultat aussi rapide en termes d'augmentation, c'est-à-dire en l'espace de quelques jours, quelques mois. On ne s'attendait pas à avoir cette première phase, peut-être en l'espace de 2-3 ans, mais pas aussi rapidement. Avec des analyses un peu plus poussées, on a pu mettre en évidence que c'était probablement un phtalate, notamment un type de phtalate qui s'appelle le DEHP, qui est utilisé comme plastifiant, qui permet de rendre souple en fait des PVC. Le PVC c'est relativement rigide au départ comme polymère, mais en rajoutant du DEHP, on le rend souple. Et c'est un perturbateur endocrinien qui a un certain nombre de conséquences chez l'être humain qui sont bien identifiées, notamment la capacité à méthyler ou déméthyler l'ADN, donc un impact qui aurait des conséquences sur plusieurs générations. Sur le PET, on n'a pas observé de perturbateurs endocriniens, il ne se passe pas grand-chose, ce qui est assez rassurant, puisque c'est vraiment des bouteilles qu'on utilise dans notre quotidien. Et pour notre polybutyrate terephthalate, notre plastique biodégradable, ce qu'on a pu observer, c'est que globalement, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens qui sont relargués, sauf à 2 dates, au bout de 279 jours et au bout de 502 jours. Donc là, c'est quelque chose qui est transitoire. L'hypothèse qu'on a à ce propos-là, c'est que il y a des micropolluants qui étaient présents dans le porc, ils ont été absorbés, donc captés par la surface du plastique, et nous, on a pu voir leur effet ensuite en laboratoire. Donc c'est quelque chose de transitoire, c'est-à-dire que le plastique est probablement à l'équilibre avec les perturbateurs endocriniens présents dans le milieu naturel. On avait fait une dernière série d'analyses pour voir s'il y avait présence de cytotoxicité, une mortalité, une surmortalité des cellules. Donc on avait utilisé des cellules humaines pour faire ces tests-là et on n'a pas montré qu'il y avait de surmortalité. Alors en conclusion, ce qu'on peut dire par rapport à cette pollution et ces effets d'absorption et d'absorption de micropolluants en lien avec le plastique, c'est que c'est une pollution qui est relativement insidieuse. On a, de ce qu'on a pu observer au microscope électronique à balayage, la formation de microplastiques, c'est-à-dire de petites particules de plastique qui sont dites biodisponibles, qui sont de la taille en fait des proies qui vont être ingérées par les organismes qui vont vivre dans le corps. Le plastique, le macroplastique, qui ne va pas être ingéré par des poissons par exemple, va être ingéré sous forme de microplastique. On n'a pas de surmortalité cellulaire associée à ces plastiques, mais on a bien présence de perturbateurs endocriniens. Ces perturbateurs endocriniens, ils sont liés soit à l'émission d'additifs, de molécules qui vont être présentes directement dans le plastique, vers le milieu marin, soit potentiellement par l'absorption, le captage par le plastique de micropolluants qui vont être présents dans le corps. Les effets à long terme, on les connaît assez mal, et se pose notamment la question de la dégradation des plastiques et de la capacité, quand ils sont en eux des additifs toxiques, à relarguer sur du temps long ces additifs toxiques. Assez problématique d'absorption, d'absorption de micropolluants va s'ajouter, comme le disait Gwenaël, d'autres problématiques, notamment on va appeler la plastisphère, donc les organismes qui vont s'installer sur cette nouvelle niche écologique que sont les plastiques, et plastiques qui vont pouvoir ensuite les transporter sous la forme en fait de radeaux au travers des océans. Les océans qui étaient jusqu'à présent des limites quasiment infranchissables par un certain nombre d'organismes vont pouvoir être transmises par ces plastiques. Je vais maintenant lasser la main à la présentation suivante. Okay. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Pierre Solo, je suis enseignant-chercheur à l'UVS et je vais vous parler des espèces exotiques envahissantes
On va faire un petit rappel sur cette problématique et puis évoquer donc les pistes, les solutions, les pistes de bioremédiation qu'on commence à mettre en œuvre au laboratoire. Le laboratoire de biotechnologie et chimie marine sur Lorient. Alors je vous rappelle juste le contexte, mais vous le connaissez. Actuellement, on oriente tout droit vers une extinction massive, une 6e extinction massive. On traverse un contexte de déclin de la biodiversité qui serait principalement dû à 5 facteurs, notamment le changement d'usage des terres et de la mer, c'est-à-dire l'artificialisation, la construction en bord de mer, l'exploitation directe des organismes, la surpêche, le changement climatique, la pollution, comme a été évoqué par les plastiques, et auxquels il faut rajouter tous les métaux, les hydrocarbures, etc. Et un dernier facteur qui va être le sujet de la présentation, que sont les espèces exotiques envahissantes. Donc voilà les principaux facteurs d'après un rapport de l'IPBES de 2019. Peut-être rappeler ce que c'est qu'une espèce exotique envahissante, on peut appeler également une espèce invasive. Donc c'est une espèce exotique, c'est-à-dire qui a été introduite volontairement ou involontairement hors de son aire naturelle, qui s'est établie, qui prolifère localement et momentanément, et qui va induire des changements significatifs, qui peuvent être positifs ou négatifs d'ailleurs, sur la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes et sur les valeurs socio-économiques ou la santé publique. Un exemple d'impact positif, par exemple, sur les valeurs économiques, c'est l'huître creuse, l'huître japonaise qui a été introduite pour relancer l'ostréiculture en Bretagne. Ça a un impact positif, c'est une espèce exotique envahissante, mais qui a un impact positif sur l'économie. Donc ces espèces exotiques envahissantes, vous les connaissez sur notre littoral breton. On va retrouver la sargasse, la crépidule, le wakame, Daria pinnatifida, et actuellement une explosion d'un petit cténère, Nemnopsis lady, qui risque de faire beaucoup de ravages sur le littoral. Les voies d'introduction de ces espèces exotiques envahissantes, elles sont connues, elles sont volontaires ou involontaires, comme je l'ai dit, elles sont essentiellement dues au trafic maritime. On a évoqué les foulines, il y a aussi le ballast, il y a aussi le canal de Suez, par exemple, enfin tout ce qui est artificialisation du littoral. Canal de Suez qui a permis, par exemple, l'introduction d'espèces de mer Rouge en Méditerranée, comme les poissons lions, qui prolifèrent actuellement en Méditerranée. Et à côté de ce trafic maritime qui est en pleine expansion, il y a aussi toute l'aquaculture, où on introduit des espèces qu'on cultive et sans faire exprès, on introduit d'autres espèces qui vont proliférer. Il y a d'autres vecteurs, l'aquarophilie, la pêche, la recherche scientifique également. Et puis, comme a évoqué Michael, les débris plastiques qui vont véhiculer de plus en plus d'espèces provenant de différentes régions du globe. Ces espèces exotiques envahissantes vont en fait profiter d'écosystèmes à faible diversité, de faible biodiversité, ou de milieux fortement anthropisés comme les milieux portuaires et aquacoles pour se reproduire et se multiplier. Donc ces espèces exotiques envahissantes, personnellement, moi ça ne me dérange pas qu'elles se limitent au milieu portuaire ou au milieu aquacole. Le problème, c'est la circulation, l'éco-navigation des navires qui vont rentrer et sortir de ces milieux portuaires où sont confinées ces espèces exotiques et qui vont exporter finalement ces espèces exotiques vers les zones protégées, vers les aires marines protégées qui sont souvent situées à proximité de ces milieux portuaires ou milieux aquacoles. Donc finalement, voilà, essayer de protéger ou prendre des mesures de gestion des aires marines protégées, c'est peine perdue si à proximité, il y a une zone portuaire, une zone aquacole qui va véhiculer ces espèces exotiques envahissantes. Véhiculer ou en tout cas profiter de la navigation pour véhiculer ces espèces exotiques envahissantes. Je vous donne un exemple concret. Ici à Etel, donc en Ria d'Etel, donc à une petite demi-heure de Lorient, nous avons une espèce invasive qui est une éponge, l'éponge chinoise, Celtodorix eucalyptoides, qui aurait été introduite dans les années 70 en même temps que l'introduction de l'huître creuse, Crassus zigas, qui a été introduite dans les milieux ostréicoles, c'est-à-dire en Ria d'Etel, dans le golfe du Morbihan, dans le bassin d'Arcachon. Et une quarantaine d'années plus tard, on retrouve cette éponge chinoise à peu près sur tout le littoral atlantique,
voire même dans le port du Havre, en Hollande aussi, qui est une zone ostréicole. Et plus précisément, on la trouve ici sur le littoral sud-breton, entre le Guilvinec et puis Belle-Île. Je l'ai même retrouvé cet été à la sortie de Lorient sur une épave. Comme quoi les épaves, donc les épaves de la Seconde Guerre mondiale, peuvent également aussi servir de transport, en tout cas d'intermédiaire pour véhiculer ces espèces exotiques envahissantes. Et plus précisément, en Ria d'Etel, eh bien, on se rend compte que cette éponge chinoise est largement présente, surabondante sur le faciès, sur tout le pourtour de la Ria, notamment sur les zones pratiquées par les plongeurs sous-marins. Donc, est-ce que la vidéo va fonctionner? C'est juste pour vous montrer. Voilà. Ce que je vous montre, c'est un pieu du port d'Etel. C'est les pieux qui soutiennent les pontons. Et tout ce que vous voyez, alors il y a un petit décalage. Ouais, c'est bloqué chez vous. Alors bon, c'est pas grave. Ça défile chez moi, mais pas chez vous. Peut-être que je peux être sur pause. Mais tout ce que vous voyez en jaune, tout ce que vous voyez en jaune, en fait, c'est cette éponge invasive qui s'est installée depuis une quarantaine d'années et qui recouvre la totalité de la surface, ou quasiment la totalité de la surface des pieux, entre 9 et 7 mètres de profondeur, et puis sur tous les pieux du port d'Etel. Ça défile chez moi, ça défile pas chez vous. Je pense que bon, c'est pas grave, mais voilà, faut imaginer que cette structure artificielle portuaire, en fait, va servir de refuge, de support au développement de cette éponge invasive. Et sur la vidéo de gauche, qui a du mal à défiler également, ouais. Sur la vidéo de gauche, eh bien vous voyez, enfin moi je vois péniblement, mais ça avance tout doucement. C'était juste pour vous montrer les fonds sous-marins qui étaient donc sur la partie sauvage, la partie naturelle de la Ria d'Etel, qui est une zone Natura 2000. Et bien on devine, on se rend compte aujourd'hui, en tout cas en plongée, que une grande partie de la surface des fonds rocheux est recouverte par cette éponge invasive. Il y a de mémoire des zones recouvertes de plusieurs mètres carrés où on ne voit que une seule espèce, que cette espèce d'éponge invasive. Bon, désolé pour les vidéos, ça défile pas, c'est bloqué, mais voilà, je vous les renverrai éventuellement si ça vous intéresse. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces espèces exotiques envahissantes? Première chose, rien faire. C'est encore peut-être la meilleure solution finalement, et attendre qu'il y ait une régression naturelle de ces espèces exotiques envahissantes. Donc c'est les phénomènes de bloom on bust, où ces espèces exotiques envahissantes vont proliférer, puis régresser, proliférer, puis finir par régresser et se noyer dans un puits de fond. Le problème, c'est que souvent ces espèces exotiques envahissantes vont faciliter l'introduction de nouvelles espèces exotiques et donc entraîner un processus comme ça auto-entretenu qui va faciliter l'introduction et le développement de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Donc, on peut éventuellement mettre en œuvre des mesures de prévention. Donc, c'est des choses qui se font beaucoup en milieu dulcicole, dans l'eau douce, la pêche. On demande aux pêcheurs de nettoyer leur matériel, de faire attention à l'introduction d'appâts, nettoyer leurs filets. Ouais. Pour moi, ça me paraît compliqué dans le milieu marin ou demander à des navigateurs de nettoyer la coque de leur navire à chaque fois qu'ils rentrent dans un port ou qu'ils sortent. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué de mettre en œuvre des mesures de prévention. Ouais. Sébastien, Marie-André. Ouais. Ah non, Marie-André, tu auras un micro. Tu peux faire un micro. Ouais. Je passe tout ça du coup. Oui. Ouais, c'est bon. Merci.
Donc tout ce qui est ne rien faire, prévention ou de la détection. Voilà, détection précoce de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Ça, ce sont des mesures qui peuvent être réalisées. C'est notamment le cas dans des programmes de sciences participatives qui ont été mis en place depuis une quinzaine d'années par le réseau Alien Corse. Donc, ce sont des plongeurs bénévoles qui travaillent avec l'université de Corse pour détecter la présence de ces nouvelles espèces exotiques envahissantes. Donc, ça nécessite de créer un réseau sentinelle de surveillance. Donc, c'est la Fédération de plongée qui a développé des outils pour suivre et comptabiliser ou mesurer la fréquence d'apparition de ces espèces exotiques envahissantes. Et puis la dernière solution, ce serait l'idéal, ce serait d'éradiquer ces espèces exotiques envahissantes. Donc ça nécessite de connaître l'aire de répartition et de tout javeliser. Voilà, finalement c'est la seule solution si on veut vraiment s'en débarrasser. Donc vous comprenez que c'est pas l'idéal, c'est pas la solution, c'est pas la panacée. Et c'est là que les scientifiques interviennent pour proposer donc une hypothèse qui est que certaines espèces endémiques, donc des espèces locales, indigènes, sont capables de résister face à l'invasion de ces espèces exotiques envahissantes, notamment par le biais de substances de défense, de substances naturelles de défense, un petit peu comme la nicotine dans les plantes de tabac, qui servent à se défendre vis-à-vis des chenilles, par exemple. Voilà. Donc ces espèces endémiques sont capables de produire des molécules de défense et finalement la culture de ces espèces endémiques dans des milieux fortement anthropisés, donc je pense notamment aux milieux portuaires, pourrait limiter l'installation et la propagation de ces espèces exotiques envahissantes. Donc l'objectif de notre étude qui a démarré, c'est de cartographier les espèces exotiques envahissantes marines dans le cadre d'un programme de sciences participatives qu'on vient de lancer en octobre dernier, donc qui est Alien Grand Ouest, et qui fait effectivement écho à Alien Corse et puis il fait remarquer une participante au Alien Occitanie, qui a été créée récemment également. Donc il y a une convention UBS Fédération de plongée qui est en cours. Donc l'objectif, c'est de cartographier ces espèces, d'identifier les espèces locales qui seraient potentiellement résistantes, de pouvoir éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, isoler et caractériser ces substances naturelles de défense qu'on appelle des allomones, et surtout de développer la culture de ces espèces dans les milieux à risque, les milieux portuaires. Donc c'est faire de la biorestauration en milieu portuaire, mais faire de la culture sur des supports, et c'est là qu'interviennent mes collègues de l'IRDL, sur des supports biosourcés. On ne veut pas utiliser de matériaux qui soient eux-mêmes à l'origine de la libération de substances polluantes comme les plastiques. Tout simplement parce qu'on pense qu'il sera plus facile de préserver la biodiversité, même en milieu portuaire, que de vouloir éradiquer directement les espèces exotiques envahissantes par des procédés chimiques. Donc juste un petit rappel des travaux qu'on a menés depuis une petite dizaine d'années avec la thèse de Charline Gentry qui avait démarré. Donc en milieu ostréicole, qui est un milieu encore une fois où sont introduites ou véhiculent des espèces exotiques envahissantes, où on avait tenté de démarrer la culture d'éponges dites bioremédiatrices en milieu ostréicole sur des poches en plastique, en PVC, pour calquer un petit peu ce que faisaient les ostréiculteurs, mais voilà, finalement, non seulement ça ne marchait pas, mais surtout l'utilisation de plastique PVC allait un petit peu à l'encontre de notre philosophie de vouloir réduire les contaminants aussi dans ce milieu marin. Donc on a ensuite démarré des travaux dans le port Aliguin, au presqu'île de Quiberon, grâce à un financement de l'Agence française pour la biodiversité, à l'époque, l'AFB, et puis d'une entreprise Seaboost, donc travaux qui consistaient à faire de la biorestauration, c'est-à-dire stimuler le développement de la biodiversité en milieu portuaire sur des structures béton dans la zone intertidale. Et puis tout récemment, on a lancé donc nos travaux de culture d'éponges dites bioremédiatrices pour donc des organismes filtreurs pour limiter la pollution en milieu portuaire dans le port d'Étel, toujours en collaboration avec la Compagnie des ports du Morbihan. Donc pour développer la culture d'espèces endémiques résistantes face à ces espèces exotiques envahissantes, mais sur des supports dits biosourcés, biocompatibles, biodégradables, pour ne pas avoir un impact direct sur le milieu marin. Et puis en parallèle, je continue d'être impliqué dans les programmes de suivi de sciences participatives tels que l'Observatoire participatif sur l'herbier de Zooster en Réa d'Étel, donc une zone Natura 2000, et puis avec notre dernier Alien Grand Ouest sur la surveillance d'espèces exotiques envahissantes
dans le milieu marin en collaboration avec la Fédération de plongée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Pierre. Alors peut-être que à ce stade, vous voulez, je pense qu'on a un peu de temps pour quelques questions sur ces deux dernières interventions, notamment là, sachant que l'intervention qui suit prolonge un peu ce qui a été esquissé, notamment dans l'intervention de Pierre, c'est-à-dire de travailler sur des solutions, des propositions de solutions, des pistes de solutions bio-inspirées, que ce soit pour de la remédiation ou la restauration, comme on l'entend. Et donc l'intervention de Christophe va être plutôt sur ce sujet-là, comment on peut s'inspirer du vivant, et notamment du vivant marin, pour imaginer des propositions alors, de remédiation à des problématiques telles que celles qu'a décrit Pierre ou celles que décrivait Michael, mais aussi plus largement pour des choses qui touchent par exemple à la construction de bateaux. Imaginez des matériaux, des structures qui peuvent servir à construire des objets, des produits qui eux-mêmes sont utilisés dans des activités maritimes, on va dire. Donc je ne sais pas si vous avez quelques observations, des réactions ou des questions. Je pense qu'on a 5 minutes ou 10 minutes si vous le souhaitez. Sinon, on passe à la présentation de Christophe et on évoquera tout ça par la suite. Si vous souhaitez intervenir, prenez la parole. Je pense qu'on ne va pas se bousculer. Caroline ? Oui, bonjour. C'était pour répondre à EJPNMGL. Alors, est-ce que c'est Emmanuel Jean? Je ne sais pas. Sur le réseau Sentinelle ou développement des techniques de recherche d'ADN environnemental. Et je pense que les deux sont complémentaires. Il y a effectivement la mise en place de réseaux de détection d'ADN environnemental, enfin voilà, dans le cadre de la DCSMM, dans le cadre d'un indicateur de la DCSMM. Donc il y a des choses qui se mettent en place sur la façade atlantique et depuis peu sur la façade méditerranéenne également. Et je pense que les réseaux Sentinelles sont complémentaires. D'abord parce que ça permet d'impliquer aussi les acteurs, les plongeurs, de faire de la sensibilisation, etc. Et on a quand même pas mal de choses qui remontent par le biais des réseaux Sentinelles sans avoir à déployer de moyens relativement coûteux comme l'ADN environnemental. Donc à mon sens, les deux actions sont vraiment complémentaires sur les territoires. Oui, je n'ai pas d'objection. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou questions? Oui, moi j'aimerais bien savoir un peu les coûts associés pour, par exemple, la culture d'éponge et après implantation dans le milieu, etc. Qu'est-ce que ça pourrait impliquer en coûts? Parce que ce sont quand même des actions... je ne sais pas quelle est la rapidité de croissance de ces éponges, mais s'il faut les implanter dans des milieux dégradés et pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes, est-ce qu'en termes de coûts humains et financiers, ce sont des opérations faisables en fait à une plus grande échelle que les tests? Le coût, je ne pourrais pas vous dire, je ne pourrais pas l'estimer. Au niveau de la croissance, une éponge, c'est peut-être 1 centimètre par an, mais c'est surtout la capacité de filtration d'une éponge qui compte plus que sa croissance. Une éponge, la taille de mon poing, par exemple, c'est capable de filtrer en 24 heures une longueur de piscine de 25 mètres, par exemple. Donc, une longueur de nage, un couloir d'1 mètre de nage sur 25 mètres de long, voilà, en 24 heures, une éponge peut filtrer. Donc, à partir du moment où on veut faire de l'écologie, ça a forcément un coût. Après, voilà, je ne pourrais pas vous l'estimer à l'euro près, mais évidemment, ça coûtera cher. Mais c'est une question de volonté après. Est-ce qu'on veut laisser l'environnement se dégrader ou est-ce qu'on met en œuvre des procédés de bioremédiation? Ouais. Je ne peux pas vous estimer le coût comme ça. Pour l'instant, c'est vraiment à l'échelle exploratoire, oui. Bien sûr. Au niveau recherche, oui.
Oui. Quelqu'un qui lève la main. Oui. Alors du coup, je prends la parole. J'ai levé la main. C'est Bonjour toi, à tous. Stéphanie? Je vois pas. Non, C'est Karine qui a Karine levé la main avant moi. Voilà. Désolée. Ouais. Allumez Non, votre caméra si c'est possible, hein, ça Oui. permet de s'identifier. Parce que moi, je vois pas. Voilà. Bonjour à tous. Je sais pas si vous me voyez. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une petite question vraiment très simple. Je me demandais par rapport à ces solutions de bioremédiation avec les éponges, combien, alors c'est sans doute efficace, mais l'éponge elle a une durée de vie et du coup je me demandais qu'est-ce qui se passait par rapport au cycle de vie de l'éponge et est-ce que cette bioremédiation du coup elle est, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est pérenne ou si elle a une efficacité dans le temps et après il faut entretenir avec de nouvelles éponges et quel est le temps d'efficacité en fait de cette bioremédiation. Je ne sais pas si c'est une bonne question en fait. Si, c'est une question qu'on n'a pas forcément de réponse. Ça va dépendre aussi du type de polluant que l'éponge est capable de bioaccumuler ou de dégrader. Ouais. Le cycle de vie d'une éponge, déjà on ne connaît pas la durée de vie d'une éponge. C'est un organisme multicellulaire qui se reproduit à l'infini. Donc, mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir intervenir régulièrement au milieu portuaire pour récupérer l'éponge qui aurait filtré, concentré les polluants et proposer une nouvelle éponge pour que le cycle continue. Mais en théorie, une éponge, vous la coupez en deux, elle est capable de se régénérer, il n'y a pas de système nerveux, l'animal va se reproduire à l'infini. D'accord. Mais il y a certainement un seuil de saturation qui va faire qu'au bout d'un moment, l'éponge ne pourra plus... en laboratoire, on l'a montré, au bout d'un moment, l'éponge ne peut plus bioaccumuler, voilà, il finit par relaquer. Ouais. Mais l'idée, c'est de concentrer finalement dans une éponge de la taille d'une main l'équivalent d'un volume d'eau polluée, équivalent, je vous disais, une longueur de piscine. Donc, c'est de concentrer dans un petit échantillon finalement la pollution. Est-ce qu'il y a des études là-dessus justement pour savoir quel est justement ce maximum en fait de bioaccumulation et le moment où on doit retirer l'éponge et en remettre une nouvelle? Est-ce que vous savez s'il y a eu des études là-dessus? Alors généralement, il y a des essais déjà pour réussir à faire la culture d'éponge, parce que déjà ça pousse pas comme on veut, aussi facilement qu'on veut. Et les essais de bioaccumulation, c'est plutôt à l'échelle du laboratoire en aquarium. Ça c'est beaucoup fait vis-à-vis de bactéries, Escherichia coli par exemple, Vibrio ou les métaux comme le plomb, le cadmium. Il y a pas mal de choses, mais toujours à l'échelle du laboratoire. Et très peu finalement sur l'après. Que devient l'éponge, voilà. Ça, sur les risques pas de relargage, mais de libération de ces contaminants, là, il y a très peu de choses. Mais par contre, il y a de plus en plus de propositions de scientifiques d'utilisation de ces éponges ou ces organismes filtreurs en milieu aquacole, en pleine mer, dans le cadre de l'aquaculture multitrophique intégrée. Voilà, de proposer finalement ces solutions de bioremédiation plutôt au milieu aquacole, un petit peu moins au milieu portuaire, mais voilà, il y a des chercheurs dans le monde qui pensent qu'effectivement il y a quand même quelque chose à jouer dans ce domaine-là. Oui. Mais effectivement, oui, connaître la capacité, la limite de filtration de l'éponge, ça non, a priori il n'y a pas. Enfin, ça dépasse des concentrations de polluants qu'on retrouve dans le milieu naturel. D'accord. Merci beaucoup. Du coup, je prolonge sur ce sujet pour savoir si vous avez des retours d'expérience dans d'autres pays, à l'international, sur justement des cultures de ce type-là, alors soit des éponges, soit peut-être d'autres organismes. Est-ce qu'il y a eu des tests un peu équivalents aux vôtres, voire des mises en œuvre à échelle un petit peu plus importante qu'uniquement le test? Alors oui, chez mes collègues de l'université de Bari en Italie, qui sont déjà à l'échelle du milieu marin, donc en milieu aquacole, qui ont lancé la culture d'éponge. Alors c'est une autre espèce, mais qui a ses propriétés de filtration et puis de
dégradation, de digestion de bactéries fécales en milieu aquacole. Ouais. Il y a des collègues également aux Pays-Bas. Voilà, au niveau européen, voilà, ce sont les seuls que je connaisse. Et sur l'exemple aux Pays-Bas, c'est aussi plutôt pour accompagner finalement des sites en aquaculture et plutôt sur la digestion de bactéries fécales, ou c'est plutôt comme vous sur des polluants En aquaculture, alors je pourrais pas vous dire exactement, mais c'est en aquaculture multitrophique intégrée, oui. Donc probablement, peut-être vis-à-vis des antibiotiques. Je me demande s'ils n'évoquaient pas ça, l'utilisation pour limiter le risque de perte d'antibiotiques ou de rejet de fesses des poissons en milieu aquacole. Oui. Après, il y a des Chinois, je crois, sur la culture de turbo, mais en bassin donc artificiel, à terre. Au milieu naturel, je crois pas. Mais après, il y a énormément de travaux sur la culture d'éponges dans le milieu naturel en elle-même, mais plus pour la production de molécules à visée pharmacologique. C'est un autre aspect, un autre volet. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je pense que les mains levées, c'est... Je vois Stéphanie et donc Karine qui est intervenue. Je vais te passer la parole, Christophe, pour une intervention sous forme de aller plus loin sur les notions de s'inspirer du vivant. Donc je fais défiler, Christophe, il y a un petit temps de latence, hein, et tu me dis tu veux que je passe les slides. D'accord, je te laisse mettre la première. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis professeur à l'Université de Bretagne Sud. Je travaille sur les matériaux composites depuis fort longtemps, et entre autres les matériaux composites utilisés par les bateaux. Et depuis 30 ans, je travaille sur des solutions moins impactantes sur l'environnement en utilisant des matériaux biobasés, entre autres des composites renforcés par des fibres d'œuf. Et donc, ça fait longtemps que je cherche à développer donc, des matériaux à haute performance mécanique, issus de la biomasse et utilisables dans des conditions sévères. Alors, ça rejoint ce qu'a présenté Pierre juste avant. Simplement, moi, je vais vous présenter plutôt des concepts et des éléments de réflexion qui sont en cours pour vous montrer comment on peut réfléchir sur deux aspects qui sont des aspects de matériaux de construction. Donc on en a absolument besoin, et puis de structure, c'est-à-dire de conception de cet édifice dont on a absolument besoin. Alors ça fait longtemps que la nature est utilisée comme modèle. Hein. Vous avez cette coupe d'un nautile où on voit tous les travaux qui ont été faits sur les spirales de croissance. Alors ça, c'est un bouquin de 77, mais ça fait longtemps que c'est dans la littérature, et il y a un certain nombre de travaux. Alors là, c'est issu d'un bouquin où on fait une symétrie entre la vie, la nature, et puis le monde des arts. Donc, je vais vous parler aussi de bioinspiration et de biomimétisme. Je vais te demander de changer. Donc, je suis aussi à l'IRDL, l'Institut de recherche du Puy de l'Aube, et donc je suis plutôt un mécanicien qui touche à la chimie, la physique et de la biologie, et qui se pose des questions existentielles. Alors, si on regarde bien la partie des matériaux qu'on utilise tous les jours, hein, vous consommez des matériaux d'emballage, de construction. Vous avez dans l'histoire de l'humanité d'abord des matériaux de rencontre. C'est ce qui s'est passé avec les plantes, hein, entre autres. Vous avez ici du lin qui est en cours de croissance, du lin textile. Et donc l'homme a su sélectionner ses plantes, extraire ses fibres avec un usage qui date de plus de 36 000 ans, et puis commencer à les teinter, à les tisser. Et donc ce sont des matériaux de rencontre qu'on utilise toujours. Et alors évidemment ce ne sont pas des matériaux naturels puisqu'on utilise des matériaux issus des plantes, donc issus de l'agriculture. On ne les prélève pas directement au milieu naturel. Après, on a vu tout ce travail humain autour de la formulation. On a vu tout ce travail, l'âge de bronze, l'âge du fer. D'ailleurs, on a marqué nos sociétés par les évolutions technologiques. Et aujourd'hui, on est sur des structures très, très optimisées qui vont continuer à progresser. Si je regarde les 60 pieds ou tous les bateaux de course qui sont dans la Jacques Vabre actuellement, ils sont tous en matériaux composites.
Donc pour les IMOCA, c'est des fibres de carbone qui les renforcent. Et on sait qu'on a des structures les plus optimisées possibles aujourd'hui et qu'on n'a pas d'autre choix de matériaux, que ce soit dans le domaine des métaux ou des céramiques, on oublie complètement. On reste toujours dans des notions quand même de compétition. Si je prends un Airbus A320, on peut très bien réaliser sa structure primaire avec des matériaux composites de type renforcés par des fibres de carbone, mais aussi des alliages d'aluminium. Donc je pense à des moyens courriers et non pas des très longs courriers comme l'Airbus 380, mais on reste encore dans des domaines de compétition. Et ce qu'on cherche à inventer pour demain, c'est des matériaux beaucoup plus sur mesure, avec de la multifonctionnalité, et puis d'essayer de contrôler l'ensemble des impacts sur l'environnement et puis leur structure de type hiérarchique. Alors je vais expliquer ça, je vais développer quelques concepts. Alors évidemment, c'est rapide, donc je vais prendre quelques petits flashs comme ça, et puis je répondrai à des questions s'il y en a. Le suivant. Alors, on a besoin de définir quelques définitions, on a quelques points. D'abord, je vais m'intéresser à des bioconstructions. Alors, par exemple, une coquille d'huître, c'est une bioconstruction. La démarche, c'est d'abord la démarche d'émerveillement vis-à-vis de ces structures naturelles, de ce monde de vivant. Après, on va parler de bio-inspiration, c'est-à-dire une démarche créatrice qui est basée sur l'observation de ces systèmes biologiques. Et puis il y a une autre notion qui est définie dans cette norme que je cite en bas, qui est la notion de biomimétisme, qui est plutôt une philosophie avec des approches conceptuelles interdisciplinaires, en prenant la nature comme modèle et pour relever les défis du développement durable. Alors j'aime pas beaucoup ce point-là, on parlerait de développement soutenable, on parle de social, de l'environnement et de l'économique, ok, mais aussi de problèmes de gouvernance, de problèmes de territoire et de problèmes de culture. On restreint beaucoup trop le développement durable à 3 piliers, ce qui est complètement réducteur. Donc moi, je m'intéresse à ces aspects-là. Le suivant. Alors, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer comment on peut réfléchir. Puisque j'ai parlé de bateaux de course, je peux regarder des histoires d'optimisation d'appendices. Vous avez ici une baleine à bosse qui sort et on s'intéresse plus particulièrement à la forme de sa nageoire. Sur le schéma à gauche, au milieu, on voit très bien la géométrie de cette nageoire qui a été simplifiée, où on voit un centre de bossage. Tout à bas à gauche, si je fais une coupe d'une nageoire, je retrouve un profil très proche d'un profil NACA de type 63, donc des profils à haute performance hydrodynamique. Si on s'intéresse à l'influence de ces bosses sur les écoulements et on se pose la question du décrochage, c'est-à-dire des problèmes de cavitation, et qu'on réalise des modèles, des poutres, des plaques modèles en forme de nageoire. Alors, c'est ce qu'il y a au milieu où on voit l'angle, pour 2 angles d'incidence, 18 et 21 degrés, le comportement des écoulements avec des structures plus ou moins ondulées. On voit très très bien, donc les zones qui sont en blanc sont des zones de cavitation, donc une perte de performance, et on voit très bien qu'en jouant sur la structure, la géométrie de ces structures, on arrive à avoir une cavitation beaucoup plus tard. C'est ce qui est représenté sur le schéma à droite, où vous avez l'angle d'attaque du profil et le coefficient de portance, et on voit en bleu cette courbe très très intéressante qui montre qu'on a des angles de décrochage beaucoup plus tardifs. Alors en jouant sur cette géométrie, en essayant de comprendre, on est capable aujourd'hui de développer des safrans de bateaux d'IMOCA de 60 pieds ou des foils. Vous pouvez acheter aujourd'hui des foils qui poussent très fort là, pour des applications de type planche, wingfoil et autres. Suivant, s'il te plaît. Un autre exemple qui nous intéresse beaucoup, la coquille Saint-Jacques, c'est à la fois la structure de la coquille Saint-Jacques, mais là je vais insister à la fois sur son mouvement, donc les mécanismes qui sont très intéressants de jet qui lui permettent de reculer, mais aussi de modifier la direction du jet de façon à avoir des mouvements latéraux. Alors, donc c'est intéressant en termes de propulsion, de comprendre comment les muscles fonctionnent, comment ce jet est contrôlé. Ça rappelle ces systèmes de propulsion de navires à partir de jets. On peut aussi regarder comment la coquille Saint-Jacques regarde. Et si je regarde ses yeux, alors qu'ils sont plutôt des ocelles, il y en a environ 200 autour, on s'aperçoit qu'il y a une structure interne hyper intéressante avec un miroir concave qui est décrit sur
la photo tout en bas où on voit donc un système de concentration de lumière hyper intéressant qui nous rappelle la structure d'ailleurs des grands miroirs à réflexion. Donc j'ai ici de l'hydrodynamique et puis de l'autre côté j'ai de l'optique qui nous intéresse beaucoup, puis une organisation à l'échelle nanométrique très intéressante que je vais détailler par la suite sur d'autres structures. La suivante, s'il te plaît, Gwenaël. Alors on s'intéresse évidemment à des structures qui sont en mouvement et donc on s'interroge beaucoup sur le côté armure ou protection des organismes marins pour essayer de trouver des solutions inspirantes pour demain. La structure de l'hippocampe nous intéresse beaucoup pour faire des bras articulés. Vous savez que vous avez une possibilité de torsion et de tenue et de flexion très très intéressante sur ces structures articulées. Alors, vous avez une observation ici au tomographe de la structure d'un hippocampe et on va s'intéresser plutôt à la queue. Et on voit bien sur le schéma au milieu en haut que la structure en rose est absolument à préserver malgré le risque d'agression et de pincement, d'écrasement de ce corps de l'hippocampe. Et quand on regarde comment ça se passe, c'est la photo où elle était en bas à droite, on voit l'écrasement qui se fait par des mécanismes de flambage de vertèbres et puis des mécanismes de structure en L qui permettent de glisser les unes par rapport aux autres et puis de coudes qui vont absorber beaucoup d'énergie. Alors on va s'intéresser à ces structures pour inventer des bras de robots. Je vais te demander de changer. Et vous avez sur la photo en haut à gauche la structure qui a été décomposée en 5 éléments d'un morceau de l'hippocampe qui a été reconstitué à partir de ces observations en nanotomographie. Et puis on a construit 2 modèles avec des liaisons, donc des pièces plastiques et des liaisons à partir de ressorts au niveau des vertèbres. Alors une structure qui est une section carrée qui est à gauche au milieu, et puis une structure qui est cylindrique. Alors on voit la construction soit en noir de la structure carrée, soit en bleu de la structure cylindrique. On voit très bien les mécanismes d'articulation qu'on copie, qui sont vraiment très intéressants. Et puisqu'on veut que la structure fonctionne malgré les dommages, on s'est intéressé à la tenue en compression de cette structure. C'est le petit schéma qui est à droite, où on voit très bien en bleu que si je regarde l'effort de compression et en fonction des déplacements, ça fonctionne jusqu'à un certain point, ça s'écrase, ça absorbe de l'énergie mécanique, c'est un point. Mais par contre, si je regarde la structure en noir, qui est donc la copie conforme de la structure de l'hippocampe, donc à cette section carrée, on arrive à observer qu'on a un effort nettement supérieur, des déplacements beaucoup nettement supérieurs, et une absorption d'énergie mécanique, c'est-à-dire la surface située sous la courbe, nettement supérieure. Donc là, on va copier un modèle pour s'inspirer, pour faire des structures hyper performantes, pour copier des bras de roue. Alors on pourra se poser la question après sur le matériau utilisé. Alors si je regarde ce graphique, tout compte fait, je suis en train de décrire le monde biologique, les matériaux utilisés dans le monde biologique, qui utilisent tout compte fait assez peu de structures différentes, c'est-à-dire des polysaccharides, des protéines et des minéraux. Et donc vous avez une différence évidemment de structure, une diversité de structure et d'organisation interne, et évidemment avec une diversité de fonctions. Alors moi je vais m'intéresser dans cet exposé, là où il y a des petits points en noir, à la fois des structures renforcées par de la cellulose, des structures renforcées par de la chitine avec des éléments de carbonate de calcium, c'est plutôt des carapaces de crabe, des structures de coque d'ormeau, donc de carbonate de calcium, et puis d'éponges. Alors moi je vais m'intéresser à une certaine éponge et à sa structure qui est basée avec des éléments de silice. Voilà. Alors pour commencer, puisque on s'intéresse aux matériaux composites, tout compte fait, on n'a rien inventé, la nature est déjà structurée comme ça. Vous avez une Zostera marina ici, qui est dessiné en photo à gauche. Si je regarde la photo au milieu, je déchire la feuille et je vois qu'il y a des toutes petites fibres qui apparaissent, que je vois très bien sur la photo en bas à droite. Ce sont des fibres qui font environ 5 microns de diamètre,
qui sont des fibres nucléocellulosiques. Et si je regarde la structure interne de cette feuille, c'est le petit schéma qui est à gauche, on voit que c'est une structure en caisson, avec évidemment la possibilité de rester verticale, une structure qui ne doit pas avoir de grande rigidité en flexion pour épouser les mouvements du courant, par contre une grande structure, une grande résistance en traction. Et donc on voit très très bien l'organisation interne des caissons pour reprendre cette structure, et puis le renforcement par ces polysaccharides, par cette cellulose avec des structures très très bien orientées. Donc on va s'intéresser à l'utilisation de ces parois, à reprendre ces propriétés de fibres. Alors évidemment, on ne va pas chercher, on en a caractérisé ces filaments, mais on ne va pas les chercher en milieu naturel, évidemment, compte tenu du rôle très important des herbiers. On s'intéressera à des structures qui sont plutôt issues des plantes terrestres. Une autre structure qui nous intéresse beaucoup, c'est les nacres normaux, qui posent la question des propriétés des céramiques. Tout le monde fait, quand je prends une assiette ou un bocal en verre, une bouteille en verre, elle est à la fois très rigide, très résistante, sauf qu'elle a une limite, c'est que je laisse tomber une bouteille en verre et casse en petits morceaux. Donc j'ai un problème de ténacité. Or, dans le monde naturel, on va retrouver des structures céramiques, comme ici la nacre de l'ormeau. Et dans si je regarde ces structures-là, elles sont à la fois rigides, résistantes, mais elles sont très tenaces. Alors si on regarde leur structure interne, on s'aperçoit que la nacre est constituée de petites tomètes, de petites tuiles en carbonate de calcium cristallisé, en aragonite, qui font 0,5 microns de diamètre, avec des diamètres de l'ordre de 8 à 10 microns. Et ça s'empile comme des tomètes. Et si je regarde bien la photo qui est en haut à droite, je m'aperçois que j'ai une structure d'empilement de couches donc de carbonate de calcium et de matériaux organiques qui représentent environ 5%, c'est principalement des protéines, qui assurent la cohésion entre l'ensemble. Donc j'ai une céramique composée d'éléments céramiques cristallisés sous forme de petits éléments de renfort. Suivant. Alors d'abord on va regarder sur la droite le schéma qui montre que les propriétés mécaniques de cette nacre est très très importante. Je ne sais pas si vous êtes très affûtés sur ce sujet-là, mais globalement, avoir une résistance en traction dans le plan de 170 mégapascales et en compression de 235, c'est déjà les propriétés des aciers standards qu'on utilise. Donc c'est des fortes propriétés mécaniques et en compression transverse, vous voyez 540, c'est des matériaux extraordinaires. Alors évidemment, comme dans les composites où on fait des empilements, on a ça sur les problèmes des coques de bateau, et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop taper dans des ovnis en course, c'est les risques de délaminage. On sait qu'on a des propriétés transverses nettement moins, c'est avec 5 mégapascales. Mais la structure de la coque est telle que nous n'avons que des efforts de membrane, c'est-à-dire des efforts de traction de compression et pas de flexion, et on évite complètement les efforts transverses. C'est pas un problème. Si je regarde ce qui se passe en traction, c'est la photo qui est à gauche. Vous voyez un mécanisme de rupture. On voit très bien les glissements, c'est-à-dire le cisaillement qu'il y a entre ces petites tomètes et la reprise des efforts, à la fois par des mécanismes de réorganisation de ces grandes chaînes macromoléculaires et aussi par la dégradation de petits pontages thermiques, de pontages céramiques plutôt, qui vont modifier la rugosité de ces tomètes et absorber l'énergie mécanique. Et donc la ténacité si extraordinaire de ces matériaux est donnée par la division de ces structures et l'assemblage de petites tomètes qui fait que la fissure a beaucoup de mal à se propager. Elle va faire apparaître une énorme surface et fait apparaître l'usage de plusieurs mécanismes de renforcement extraordinaires. Alors on sait que dans la nature, c'est la base des composites, c'est qu'il nous faut des interfaces, mais des interfaces qui sont qui permettent le glissement relatif des objets les uns par rapport aux autres pour absorber de l'énergie. Donc vous avez un modèle intéressant. Si on était capable de construire des pare-brises de voitures avec ce genre d'organisation, on arriverait à diviser leur masse par un facteur 4 et augmenter leur performance mécanique d'un facteur 3 ou 4. Donc ça serait hyper intéressant pour demain. Le suivant. Alors on va s'intéresser par la suite alors là on était sur du carbonate de calcium, à une éponge, ça rejoindra les travaux de Pierre. Alors moi je m'intéresse à la structure, l'exosquelette d'une éponge particulière qui est constituée de silice qui fait entre 5 et 15 microns de diamètre. Cette structure est constituée d'un assemblage de poutres
avec un réseau, alors si je regarde la photo qui est à droite, un réseau qui est organisé avec des barres verticales qui reprennent les efforts de traction de compression lors d'une flexion, des poutres horizontales qui évitent l'écrasement de la structure, et puis des poutres à plus ou moins 45 degrés qui reprennent la torsion et qui évitent son flambage. Ça va nous faire des structures hyper performantes et très très légères, et on voit que ces structures sont tout à fait comparables aux structures qu'on utilise pour renforcer les tours des buildings, où vous avez des poutres verticales loquées, des poutres horizontales qui correspondent au plancher, et puis du contreventement qui est assuré avec des poutres à plus ou moins 45 degrés. Alors on va s'intéresser à cette structure en regardant les différents niveaux de hiérarchie. S'il te plaît, la suivante. Alors j'ai cette éponge qui est à gauche, avec juste avant, s'il te plaît. Tu as été un peu trop vite. Voilà. Non. Voilà. Alors vous avez cette structure qui est à gauche, qui est constituée de ce réseau de poutres, c'est le schéma qui est la photo qui est en B. Si je regarde bien, je vais zoomer, je vais voir que ces poutres sont assemblées entre elles avec des liaisons fortes, avec un aspect de moulage. Sur la partie, la photo D, donc en haut, vers la droite, vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai tout compte fait un assemblage de poutres élémentaires qu'on va appeler des spicules. Sur la photo à droite, je vois que j'ai des connexions particulièrement remarquables qui permettent d'avoir une liaison très très forte entre tous ces assemblages de poutres. En F, en bas à gauche, quand je fais une coupe et que je polis, j'arrive à remettre en évidence que j'ai des structures qui sont empilées. J'ai donc des poutres élémentaires qu'on va appeler des spicules qui sont constituées d'une superposition de couches renforcées par des écailles ou par des plaques de silice, avec toujours une phase de matière organique pour assurer la cohésion. Et je vois que j'ai cette notion-là à la fois sur des poutres élémentaires et sur l'assemblage de ces poutres. Sur la photo G, je vois bien ces assemblages avec une évolution d'épaisseur de ces éléments quand je m'éloigne du centre de la poutre élémentaire. En H, je vois très très bien la structure de ces écailles, de ces plaques de silice qui sont liées entre elles par une couche organique, donc une colle, qui ne représente pas grand-chose. Et sur la photo tout en bas à droite, je vois que ces petites plaques de silice sont constituées de particules, de nanoparticules de biosilice qui sont consolidées. Alors vous avez des particules qui font environ 20 microns, donc qui constituent ces écailles. Et tout compte fait, on peut nous remonter sur des nouveaux niveaux de hiérarchie. J'ai 5 niveaux intéressants, à la fois ces nanoparticules de silice, la fabrication d'écailles de silice, la superposition de ces écailles, le regroupement de ces spicules en éléments de renforcement, et puis la structure complète d'une cage. Donc j'ai ces 5 niveaux. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais on s'est aperçu aussi que ces spicules avaient des propriétés optiques remarquables, et c'est intéressant de comparer leur performance optique par rapport aux fibres optiques qu'on utilise, et celles-là ne sont pas dopées. Donc c'est cette idée d'organisation hiérarchique. Suivant. Alors si on veut bien comprendre les performances, on est capable de prendre une spicule et puis de la mettre en flexion en 3 points pour mesurer ses propriétés mécaniques. C'est ce qu'on a sur le schéma qui est à gauche avec la courbe en rouge qui correspond aux spicules. Et si je prends de la silice et je peux faire une barre, je peux faire une barre de verre facilement. Les fibres de silice pur, on utilise ça dans l'industrie couramment. C'est en bleu. Donc le même matériau n'a pas du tout le même comportement mécanique, puisque j'ai d'un côté des allongements de rupture de l'ordre de 0,8%, alors que si je prends une spicule, le même matériau mais organisé totalement différent, c'est 2,5%. Donc on voit tout à fait l'intérêt de ces structures hiérarchiques pour avoir différentes fonctions, mais aussi pour des performances remarquables de constituants. On va prendre la suivante, s'il te plaît. Alors, un autre exemple qui, évidemment, pour chaque modèle, on pourrait y passer des heures, on pourrait aller beaucoup plus loin. Je suis désolé de simplifier, mais l'idée, c'est de voir un petit peu les concepts. On voit dans des coques de crustacés que je prenne des crevettes, des crabes ou des homards, des structures qui sont renforcées à partir de chitine, avec cette notion hiérarchique que je viens de décrire, mais avec une autre forme. Et là, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'empilement des couches, qui sont des couches unidirectionnelles, renforcées.
et on voit des zones de transition. C'est ce qui est sur le petit schéma en bas au milieu et que je vais rappeler tout en haut, c'est qu'on voit une variation lente des angles qui passent quand on passe d'une couche unidirectionnelle à une autre. C'est des zones de transition pour éviter des effets de toit. Alors au passage, ces zones de transition, on les trouve aussi dans les parois végétales, entre la paroi primaire et la paroi secondaire, c'est la couche S1 qui a pour but d'éviter le risque de délaminage des parois végétales. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? Donc c'est des modèles très très intéressants, hein, ces zones de transition qu'on peut observer au thème. Eh ben, on peut imaginer de recopier ces modèles avec des variations angulaires lentes, hein, et c'est utilisé entre autres sur des robots de drapage, c'est ce qu'on voit en haut à droite, où vous avez un robot de drapage de plis préimprégnés carbone époxy qui peut déposer des couches superposées en faisant varier l'angle tout doucement, et on arrive à avoir des structures carbone hyper intéressantes. Entre autres pour le monde aéronautique, ce qui nous intéresse, c'est la tenue à l'impact, si vous avez un choc contre un grêlon ou contre un oiseau. Donc on arrive avec ces structures à faire des matériaux qui tiennent avec une tenue à l'impact supérieure de 40%. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, puisque les avions, on ne peut pas leur empêcher d'avoir un accident en vol un jour, c'est une fois qu'il y a dommage, est-ce que la structure est en péril ou pas, et donc c'est la tenue mécanique après compression. Alors, évidemment, on a un problème d'échelle, puisqu'on va déposer des plis qui font de l'ordre de 300 microns. Alors, et ça, c'est des gros plis. On peut descendre à 40 microns avec des feuilles de carbone qui font de l'épaisseur d'un papier cigarette. Mais ça reste très important par rapport à l'échelle de la structure de la coque d'Homer, hein, où l'empilement, lui, il fait 10 microns, quoi. Donc, on a un rapport de 10 à 100 dans les échelles. Et évidemment, moins il y a de matière, moins il y a de défauts, plus c'est résistant. C'est ce que nous a appris la nature. Et on n'arrive pas à profiter encore pleinement de copier pleinement cette structure équilibrale. S'il te plaît, la suivante. Alors, quels sont les modèles qu'on développe depuis de fort longtemps? C'est qu'on fait, on essaie de refaire des structures hiérarchiques, hyper performantes, à très faible impact sur l'environnement, issues de ressources renouvelables. Et on voit l'exemple de cette coque de bateau en bois qui est à gauche, qui est une coque cousue. Donc une structure qui est utilisée par l'homme, des structures qui sont utilisées par l'homme depuis fort longtemps, hein, on trouve ça en archéologie. On construit toujours avec ce mode de construction en Kerala, en Inde. Donc tout qu'on fait, c'est des planches qui sont cousues entre elles avec des fils qui sont des fils issus de fibres végétales, avec un joint d'étanchéité qui est constitué de fibres de quartz, c'est-à-dire le mésocarpe de la noix de coco. C'est donc les fibres qui enveloppent la noix de coco, qui ont une capacité de tenue au vieillissement très importante parce qu'elles sont très très riches en lignine. Et on a traité le bois avec de l'huile de poisson et on a bouché les trous avec de la graisse de chèvre. Ça vous fait des structures très performantes qui durent dans le temps, qui sont réparables, on peut démonter, changer un morceau et qui restent complètement biodégradables avec très peu d'impact sur l'environnement. J'ai pas dit qu'il n'y en a aucun, puisque il y a un moment, il va falloir couper ces planches et on aura au moins utilisé une scie qui aura fabriqué. Donc on va essayer de jouer sur des concepts comme ça, c'est d'avoir des structures qui soient là durables et conserver cette capacité de biodégradation. Ça rappelle les supports qu'utilisait Pierre précédemment. Alors on va essayer de rajouter une fonction supplémentaire, c'est la capacité de réutilisation de la matière, parce que la nature met beaucoup de temps à produire des matériaux, et si on pouvait réutiliser la matière avant de la mettre en biodégradation, ça serait intéressant. Alors, vous avez une coque de bateau qui est à droite, les travaux de recherche qu'on a menés au laboratoire, où on prend un polymère qui est un polylactique, qui est donc qui est fabriqué à partir d'amidon, prélevé dans des plantes, des fibres de lin, donc les éléments de renfort de soutien d'une plante. On en fait un composite, c'est la petite photo qui est en bas à gauche. Cette matière est thermoplastique. Donc on va pouvoir monter en température et fabriquer cette coque. En fin d'usage, je peux broyer ma coque et la réutiliser par une voie d'injection, réutiliser cette matière. Et en fin de vie, je vais la broyer, je vais en transformer ça en eau et en CO2. Donc on a des matériaux entièrement biobasés, des structures hyper performantes, à la fois durables, recyclables
et biodégradable. Évidemment, les coques de bateaux de course ou les bateaux que vous voyez dans les ports de plaisance sont composites. Nous n'avons pas de solution de gestion en fin de vie et on apporte donc beaucoup de plus. Alors on peut rêver, on peut aller beaucoup plus loin. Si je vais un petit peu plus loin là, la suivante s'il te plaît, Naël. On peut imaginer d'inventer des structures avec donc des matériaux qui sont issus du vivant et en copiant leur structure, en jouant sur la notion de hiérarchie. Tout compte fait, quand j'utilise ces fibres végétales, j'utilise des fibres qui sont elles-mêmes des nanocomposites orientés de fibrilles, renforcés par des fibrilles de cellulose orientées suivant un angle de 10 degrés avec un angle fibrillaire. Donc c'est vraiment des structures très très intéressantes et très performantes parce qu'elles ont cette capacité d'absorption d'énergie par des glissements relatifs entre ces fibrilles, avec un système de division de cette matière pour éviter la rupture de l'élément de base. C'est tout à fait la même structure que votre boîte crânienne, je ne sais pas si vous en êtes content. Je peux imaginer de copier ces structures. Vous avez ici un nénuphar géant. Alors la taille est suffisante pour mettre un enfant, c'est ce qu'on voit sur la photo à gauche, et si je retourne cette feuille, j'ai une structure hyper intéressante avec un système de réseau de primaire, secondaire, de raidisseurs, qui est donc primaire, secondaire, tertiaire. Il y a 4-5 niveaux là, qui sont vraiment intéressants, et en termes de conception de structure, on peut imaginer des choses remarquables. Alors, si vous regardez le volet qui est à gauche, c'est fabriqué par Airbus, par impression 3D, ils ont copié la structure de cette feuille de nénuphar et ils ont appliqué ça pour un volet arrière, et donc c'est super, on arrive à gagner 55% de masse. Alors, on est sur des techniques additives de matériaux en fusion, donc on peut imaginer des scénarios totalement différents, et vous avez à droite une vue d'artiste d'un modèle de sous-marin et organisé en copiant ces géométries qui sont des formes qu'on dit ioniques. Alors au passage, là où il y a un gros problème, c'est que, ok, on copie la nature dans le sens de la géométrie, sauf qu'on ne tient pas compte de l'organisation interne de ces matières, de ce monde du vivant. Donc il nous manque une quantité gigantesque d'informations. On est très loin d'être capable de copier la nature. Et puis en plus, si je regarde dans mon naturel, j'ai des capacités de cicatrisation, de développement, de renforcement local, de thymomorphogénèse, et d'adaptation de l'architecture à la forme, aux sollicitations mécaniques. Donc on peut imaginer des choses pour demain remarquables, sauf qu'on est quand même très très en retard par rapport à ce monde naturel, et qui est vraiment source d'émerveillement. Merci pour votre attention. Alors il y a une question auquel je vais répondre directement sur l'utilisation des fibres de coco pour les bateaux de plaisance. Alors, si vous voulez faire des matériaux composites performants, c'est très simple, il faut aller chercher dans la nature des fibres qui ont un rôle de structure et non de soutien de la plante. Si je regarde une fibre de lin qui est un modèle très intéressant et qui est remarquable, c'est une structure à fort élancement, c'est 1,20 m de hauteur par 3 mm de diamètre. Le rapport entre la hauteur et le diamètre, c'est 350. Si je regarde un bambou, le rapport entre le diamètre et la hauteur et le diamètre, c'est dans 200. Et si je prends un séquoia géant, c'est 25. Donc si les tiges de lin sont aussi performantes, c'est parce qu'il y a des fibres qui ont des propriétés remarquables qui sont disposées sous forme unidirectionnelle à l'extérieur de la structure. Si maintenant, donc je vais aller chercher ces fibres dans la nature qui ont des bonnes propriétés mécaniques parce qu'elles ont une fonction de soutien. Si je prends les fibres de coco, vous avez tous vu une noix de coco avec ces fibres qui sont à l'extérieur, elles ont une fonction d'isolation, de protection, entre autres quand la noix tombe, ce qui a permis de servir aussi de flotteur. Donc les propriétés mécaniques des fibres de coco sont intéressantes, mais nettement plus faibles que les propriétés mécaniques des fibres de lin, ou des fibres de chanvre ou des fibres d'ortie. Et donc, elles ne sont pas intéressantes, à mon avis, pour faire des pièces à haute performance mécanique, puisque la logique, évidemment, c'est de faire des structures les plus légères possibles. Alors, on peut faire des coques avec du jus, du coco, et ainsi de suite, sauf que c'est pas forcément remarquable. Par contre, si je veux faire des supports qui durent dans le temps, et on a beaucoup de demandes aujourd'hui de gens qui se disent, mais j'ai des éléments en mer et des structures, et je veux qu'elles se dégradent et ne pas laisser de morceaux
qui sont préjudiciables. Et en plus, je veux contrôler ces mécanismes de biodégradation. Ce qui nous intéresse dans le cas des fibres de coco, c'est leur teneur en lignine, qu'on retrouve aussi dans le bois. Donc on est capable éventuellement d'utiliser ça. Mais si je veux faire des structures haute performance, c'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Voilà. Merci Christophe. J'ai un écho. Bon, je pense que ta présentation fait le lien avec la présentation de Pierre sur la partie, en tout cas, structure de culture, donc structure et matériaux. Je pense que bon, il est intéressant de rappeler que alors ça fait le lien assez directement avec la notion de substituer à des matériaux et donc leur structure aussi utilisée en construction nautique, notamment, tu l'as évoqué, composites, mais autres matières plastiques aussi, par des matériaux d'origine biosourcée et puis surtout recyclables si possible et biodégradables, hein, pour s'éviter de se retrouver continuellement face à cette problématique de bateaux de plaisance en fin de vie, qu'on ne sait pas réellement traiter. En tout cas, les matériaux composites, on ne sait pas vraiment les traiter ou les valoriser. Ça fait aussi le lien avec, donc c'est des travaux qui entre autres sont menés ici, hein, et donc il sera question lors de la journée du 16 décembre. Ça fait le lien aussi avec un projet qu'on avait évoqué lors de je pense, la première newsletter cette année du programme Éconaviguer, le projet Flower. Donc je vous invite à vous y référer si ça vous intéresse. Ça fait aussi le lien avec, sur l'aspect matériaux, là, plus que structure d'ailleurs, avec le webinaire et les travaux donc le webinaire du mois dernier autour des anti-fouling et les travaux qui sont menés ici sur différents axes concernant les anti-fouling, mais notamment la piste de travail sur la substitution des matrices de ces anti-fouling, qui sont des matrices issues de la pétrochimie, hein, je vais dire traditionnellement, et donc des travaux pour substituer à ces matrices pétrochimiques des matrices elles-mêmes en polymère dégradables, voire biosourcés. Et puis ça fait aussi le lien avec un autre projet qu'on avait évoqué dans la newsletter, me semble-t-il, qui est un projet auquel tu participes, il me semble, Pierre, de développement de structures sous-marines alors qui reprennent donc en matériaux dégradables, voire biosourcés, et puis qui reprennent aussi ou qui s'inspirent des fonds sous-marins et des structures et des végétaux qui peuvent peupler ces fonds sous-marins pour développer des structures sous-marines susceptibles d'aider à redévelopper de la biodiversité et végétale et animale, donc de type récif, hein, mais pour dépasser un peu les concepts de récifs, soit par épave coulée, soit par structure béton. Donc à nouveau de faire des structures qui vont s'insérer et correspondre plus à ce qui se fait naturellement, voire qui vont aider momentanément à redéployer de la biodiversité de l'écosystème et puis disparaître progressivement au fur et à mesure que cette biodiversité et ces écosystèmes se redéploient. Et donc sur cet axe-là, on avait notamment évoqué le projet Morphrif dans la dernière newsletter. Donc de la même façon, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions
ou des observations ou des sujets dont vous voulez discuter. Alors, je ne sais pas si j'entends plus ou s'il n'y a personne. C'est Stéphanie, là, je prends la parole. Peut-être dans le même esprit que la question précédente, par rapport à soit de l'innovation à bord des navires de plaisance, soit vraiment dans la construction, par rapport à tout ce que vous nous avez présenté. Alors, du coup, ma question est vraiment orientée plaisance. Est-ce qu'il y a des produits qui sont maintenant utilisés un peu en routine, ou est-ce que ça reste quand même assez confidentiel? C'est vrai qu'on voit qu'il y a pas mal des innovations que vous nous avez présentées qui sont, qui inspirent notamment tout ce qui va être lié plus à la mécanique et tout ce qui va être navires de course, qui sont un peu fer de lance du coup sur l'utilisation de ces propriétés. Mais est-ce que voilà, par rapport plus à la navigation de plaisance, on va dire un peu moins, je sais pas si c'est le bon terme, élitiste, mais un peu plus traditionnel, est-ce qu'il y a des types de matériaux qui sont maintenant utilisés de manière qui sont renouvelables, biosourcés, qui sont vraiment utilisés Christophe, je pense que tu peux répondre, mais par rapport à ce que tu dis, alors pas forcément sur les structures, mais les deux sont liés quand on parle de matériaux et structures. Dans les composites en tout cas. Oui, en plaisance, ça se développe en tant que produit disponible sur le marché. Alors, ça reste pas confidentiel, mais ça reste encore marginal par rapport aux verres polyester, qui sont par exemple pour la construction des coques utilisées traditionnellement. Mais ça a plus de chances de se développer en substitution de ces matériaux-là qui eux-mêmes ont des performances moindres que celles que les matériaux et les structures utilisées en course au large, par exemple. Donc oui, en plaisance, ça se développe réellement. C'est une réalité. On n'est plus au stade juste de concept, voire d'expérimentation. Il y a des bateaux qui sortent avec des éléments de coque, de structure, et a fortiori des éléments d'équipement développés dans ces matériaux-là. Et Christophe, je te laisse compléter. En complément, ce qu'on peut voir un peu, c'est qu'il y a plein de secteurs qui s'interrogent. Si vous regardez, il y a eu un 26 minutes dans le littoral sur FR3 le 7 novembre. Là, ça dure 26 minutes, c'est la longue route d'Arthur, Arthur le Vaillant, qui est un coureur, et vous voyez toutes les interrogations de ce monde de la course au large. Alors évidemment, le secteur de la course pousse très très fort. Ils essayent de se verdir un petit peu leur image en s'apercevant que c'est une fuite en avant de leur côté et qu'ils deviennent très impactants. Mais par contre, ils deviennent de plus en plus impactants. Et de l'autre côté, il y a des voies très intéressantes pour introduire ces biomatériaux sur les bateaux de course, mais aussi de reconcevoir des voiles. Ils ont de l'IMOCA, vous avez des green sails. Alors dans le domaine de la plaisance, là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'on est dans des milieux qui ne représentent pas des volumes très importants de matériaux et avec beaucoup d'outillage de production et pas beaucoup de recherche-développement. Tout le monde fait, c'est pas des... Et on les rencontre, on les voit, mais globalement, c'est pas stratégique pour eux, contrairement à l'automobile, l'aéronautique ou ces autres secteurs. On voit par contre que dans le domaine donc on peut compter la plaisance aussi intéressée, mais ils vont plutôt suivre, ils vont récupérer les travaux des autres. Et l'autre secteur maritime là, qui s'intéresse énormément à tous ces matériaux, qui est le monde de l'armement. Entre autres parce que donc la DGA, la Marine nationale et autres, c'est peut-être un petit peu paradoxal, c'est qu'ils ont bien compris les notions d'éco-conception et qu'ils savent qu'ils laissent du matériel en mer. Et donc la grande question, c'est comment ils peuvent évoluer
Moi, j'ai un programme de recherche en cours avec eux, qui est piloté par la DGA. Et puis, il y a d'autres, j'ai pas mal de gens qui tapent à la porte de ce côté-là. Donc, on voit quand même qu'il va y avoir des développements qui va être repris par la plaisance de demain. Il faut laisser du temps au temps, évidemment. On reconnaît qu'on est décalé. Il y avait une autre question. Ouais, je vois une main levée là. Prenez la parole, je ne vois pas qui c'est. Oui. Bonjour, c'est Marie-André Goraguer. Je ne sais pas si vous me voyez. Non. Non. Je peux pas activer ma caméra, donc voilà. Bon, si vous m'entendez, donc moi je suis de Bretagne Vivante. Et Bretagne Vivante est partenaire, disons qu'on travaille sur des opérations port propre, donc qui sont à l'initiative des syndicats mixtes qui gèrent en général les ports. Dans ce cadre-là, donc bon, j'ai bien entendu, hein, vous êtes beaucoup en recherche et développement, mais je voulais savoir si concrètement, là, je suis plus en lien avec les professionnels, en lien avec les gestionnaires, si on pouvait d'ores et déjà proposer des améliorations dans la manière de gérer, dans la manière de peut-être de gérer un port, de l'usage des bateaux, etc. Qu'on puisse d'ores et déjà, dans le cadre de ces labellisations, demander d'intégrer certaines pratiques, par exemple. Alors, je veux bien répondre à cette question-là. D'abord, on est en relation très étroite avec le monde des ports. Alors, personnellement, moi, je suis responsable d'un bac plus 3, une licence pro qui s'appelle Nautisme et métiers de la plaisance. Donc, je les fréquente beaucoup. On a des actions très concrètes, des tests qui ont été faits avec la CELOR, entre autres, hein, puisque sur le pays de l'Orient, il y a cet outil. Et donc, on travaille beaucoup avec eux. Puis aussi avec la Fédération des ports de plaisance de la façade de Bretagne-Atlantique. Hein. Donc, on a des échanges réguliers, des travaux communs pour essayer de trouver d'apporter des réponses. On a, par exemple, travaillé l'année dernière sur des systèmes de parbattage faits à partir de bouts recyclés dans lesquels on arrive à faire des enveloppes qui évitent la fragmentation, la dispersion de ces fibres, et avec des protections avec des fibres de jus de mémoire. Et ça a été testé avec la CELOR. Donc, on a des échanges très réguliers avec toute cette profession, et on essaye aussi que demain, ils puissent utiliser ces matériaux, quoi. Que leurs fournisseurs leur proposent des solutions qui soient gérables en fin de vie, et puis éventuellement réutilisables en fin d'usage, et surtout, si ça part dans le milieu naturel, que ça fasse le minimum de casse possible, quoi. Donc oui, on travaille avec les ports. D'accord. Merci. Je passe la parole à Pierre aussi qui peut compléter, sachant qu'il travaille aussi avec des gestionnaires de ports et notamment la compagnie des ports qu'il a cité dans sa présentation. Oui, effectivement, on travaille avec la compagnie des ports du Morbihan qui n'est peut-être pas labellisé, enfin certains ports n'ont peut-être pas le label, je ne sais pas comment, port propre. Enfin, en tout cas, il y a une volonté de répondre à des enjeux environnementaux, ça c'est certain, notamment au port de la Trinité. Et ils sont vraiment très ouverts, toujours partants pour qu'on déploie nos activités de recherche au sein de l'infrastructure portuaire. Donc il y a une volonté de leur part de peut-être, je sais pas, développer au lieu d'avoir des structures en béton qui servaient uniquement à casser les vagues ou la houle, maintenant on inclut dans ces structures béton une notion de développement de la biodiversité, donc en plus du rôle de protection au milieu portuaire. Donc cette notion environnementale, se développe de plus en plus, y compris au milieu portuaire. Ouais. Merci. Et peut-être qu'on peut compléter aussi sur la partie plutôt évaluation des qualités d'eau et donc des pollutions d'eau. Donc Michael a évoqué une partie des travaux qui seront faits là-dessus.
il y a notamment, ces travaux sont menés en partenariat, notamment avec des acteurs, dont des gestionnaires de ports, mais des acteurs des bassins. On citait la RIA d'Etel. Il y a des travaux qui sont menés depuis assez longtemps avec l'ensemble des parties prenantes sur ce bassin particulier qui est la RIA d'Etel. Avec le PNR du Golfe du Morbihan, de la même façon, il y a un certain nombre de travaux divers, mais notamment sur les problématiques de qualité d'eau, d'évaluation, de réseaux de capteurs, et on les a pas forcément présentés ici, mais aussi sur cette notion de suivi par des méthodes un peu originales, basées sur des biocapteurs. Ces travaux-là se font avec des partenaires de terrain qui sont eux intéressés évidemment pour apprendre, bénéficier, remonter aussi leurs besoins, leurs questionnements, et qui nous intéressent bien sûr parce que ils ont justement cette observation de terrain, cette capacité à développer de l'expérimentation aussi, ou à nous permettre de développer de l'expérimentation. Et dans ces bassins-là, il y a notamment des acteurs que sont les gestionnaires de ports ou de zones de mouillage. Ouais. Après, si votre question était est-ce que ça peut s'intégrer dans une démarche d'amélioration ou de labellisation port propre, je ne saurais pas répondre à cette question-là précisément. Est-ce qu'il y a un volet, bon ça dépend des démarches et des labels visés, mais est-ce qu'il y a un volet un peu de développement expérimental qui peut être mis en valeur dans ce cadre-là, je ne saurais pas le dire. Alors, a priori, ça répond à une liste assez fermée pour la labellisation. Néanmoins, les syndicats que je connais, sont assez ouverts à trouver des solutions, donc, et à avoir une idée précise de ce qui se passe dans leur environnement, en dehors d'un point qui est fait par rapport au rejet, parce que c'est fait dans le cadre de la labellisation, il faut faire un suivi de l'impact des rejets, etc. Donc ça c'est fait une fois ou deux, et puis c'est terminé. Maintenant, d'avoir dans le temps, je pense, des biocapteurs qui permettent de voir s'il y a une évolution dans le temps suite aux pratiques qui s'améliorent, je pense que c'est des choses qui pourraient être proposées et ne seraient pas opposées. Maintenant, il faut se tourner vers qui pour avoir ce genre de biocapteurs, par exemple? On n'est évidemment pas les seuls acteurs, mais il y a plusieurs laboratoires, bien sûr celui dont fait partie Pierre, le laboratoire de biotechnologie et chimie marine, qui travaille sur ces sujets-là, à l'IRDL, notamment sur le champ de travaux qu'a présenté Michael, mais aussi des labos de mathématiques par exemple ou de systèmes embarqués. La connexion et le regroupement d'expertises diverses de ces différents labos nous permet de travailler sur des sujets comme ça. Et par exemple, un des projets que j'ai en tête là quand on parle de biocapteurs, c'est de l'expérimentation de suivi en continu de la qualité des eaux par le suivi de l'activité de mollusques. Et donc la capacité à créer un réseau de biocapteurs par là en l'occurrence c'était des moules ou des huîtres, je ne sais plus, sur un bassin portuaire, et donc par un certain nombre d'indicateurs de suivi, et donc des méthodes mathématiques qui permettent de collecter ces données, de les traiter, on arrive à développer un outil de suivi en quotidien et en continu de la qualité des eaux. Donc ce genre de travaux sont développés à l'échelle, à mon sens, expérimentale encore,
mais oui, dans divers bassins, hein. Il y a eu des expérimentations de ce type-là dans des ports de Méditerranée notamment. Chez nous, ça s'est fait aussi sur des bassins de l'Atlantique. Donc là, pour le coup, on peut en discuter et on peut vous faire rencontrer des chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là. Oui. C'est noté, merci. On approche de midi. Si quelqu'un veut intervenir, ou sinon, Stéphanie, je te passe la parole. Ouais, je vois personne qui souhaite poser une dernière question. Non, je pense que c'est bon. Ok. Non, bah écoutez, merci à tous pour d'abord aux intervenants pour la qualité de vos présentations. C'est vrai que c'est des sujets, je pense que dont nous on commence à entendre parler, notamment toute la dernière partie sur la restauration, remédiation inspirée, bio-inspirée. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un éclairage scientifique là-dessus. Donc, merci pour l'ensemble des présentations. C'est vrai que pour la suite, en tout cas moi, ça m'intéresserait, mais je pense qu'on l'abordera probablement aussi lors des rencontres interprofessionnelles, d'avoir une vision un petit peu globale de qu'est-ce qui est déjà sur le marché pour la plaisance en termes de d'innovation, soit du bord, soit dans la construction du bateau, qui soit biosourcé, ou en tout cas qui soit éventuellement biodégradable en cas de perte. C'est vrai que d'avoir ce panorama un peu de, en disant que vous nous avez mis un peu l'eau à la bouche avec tous vos travaux de recherche. Donc qu'on arrive à avoir nous aussi l'information sur l'étape d'après, qu'est-ce qui est déjà sur étagère. Je pense que ça pourrait intéresser tout le monde. Pour la suite des discussions sur ce sujet-là, je vous donne rendez-vous aux rencontres interprofessionnelles du 16 décembre. On aura probablement encore quelques échanges sur ce sujet. D'ici là, si vous avez des questions un peu précises ou besoin de reprendre contact, n'hésitez pas à peut-être contacter Gwenaël Lemagueur, que Gwenaël, je pense que tu pourras te faire le relais aussi auprès de tes collègues s'il y a des besoins de mise en relation, notamment sur qu'est-ce qui peut être fait en lien avec les ports, là les derniers points que l'on a évoqués. N'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, je vois que Marie-André Goreca a encore la main levée. Je ne sais pas si c'est un oubli de tout à l'heure ou s'il y a une dernière. Non, c'est bon. Ouais, ok. Merci. Donc, n'hésitez pas à revenir vers notamment Gwenaël Lemagueur s'il y a du lien ou des questions peut-être nature un peu scientifique qui vous reviendraient à l'issue de ce séminaire et puis de ce webinaire, pardon. Et comme pour le premier, on vous mettra à disposition l'ensemble des éléments de ce webinaire en vous retransférant les interventions et donc l'enregistrement du webinaire, et n'hésitez pas à le retransmettre aussi de votre côté à vos partenaires locaux si vous le jugez pertinent. Donc merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, bonne journée à toutes et tous. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir à tous.